Salut tout le monde et bienvenue pour ce premier épisode du Geekonomist. Aujourd'hui, on va commencer fort avec un sujet qui se trouve au cœur de notre économie, mais aussi du fonctionnement de la société en général. J'ai nommé l'argent, la thune, la maille, bref, la monnaie. La monnaie, en gros, tout le monde sait ce que c'est. Que ce soit pour l'aimer ou pour la détester, tout le monde reconnaît son importance, son rôle central dans le fonctionnement de notre monde. Mais, si tout le monde a une vague idée de ce que c'est que la monnaie, c'est difficile de la définir précisément. Or, c'est avant tout un objet économique, qui a des fonctions, des formes et un mode de production précis, même si tout cela est en train d'évoluer. Le but de cette vidéo, c'est d'apporter des clarifications et des éléments de compréhension par rapport à tout ça. It's all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny. See us fade away. It's all about the La monnaie se définit d'abord par son utilité, son usage. Et là, c'est pas compliqué. Pour être une monnaie, il faut remplir trois fonctions. La première, c'est intermédiaire des échanges, tout simplement. Ça veut dire qu'une monnaie doit pouvoir être échangée à tout moment contre n'importe quelle marchandise. Ça a l'air bête et évident comme ça, mais l'intérêt se voit surtout quand on le compare avec le troc, c'est-à-dire quand on échange une marchandise contre une autre. Si comme moi vous avez joué à des jeux vidéo d'aventure dans les années 90, vous avez dû passer par une quête tournant autour du troc, un grand classique. Par exemple, dans Zelda Link's Awakening, à un moment il faut une lettre pour avancer. Sauf que la personne qui a cette lettre, il veut pas vous la vendre, non, il veut vous l'échanger contre un hibiscus. Après tout, pourquoi pas? Sauf que le problème, c'est que celui qui a cet hibiscus, il veut l'échanger contre un melon. Et le mec qui a le melon, il veut l'échanger contre un nid d'abeille. Et oui, évidemment, qui veut l'échanger contre une banane, qu'il va falloir échanger contre un robot mixeur ou n'importe quoi. Dans un jeu, ça va. Ça prend un peu de temps, mais ça nous permet d'explorer un peu le jeu. Et au final, on est content de l'avoir, cette foutue lettre. Mais imaginez devoir faire ça dans la vraie vie, tous les jours, pour tous vos échanges. Dans une économie monétaire, on achète n'importe lequel de ces objets avec de l'argent, directement, et c'est réglé, facile. C'est dans ce sens-là que la monnaie est un intermédiaire des échanges, parce qu'elle facilite les échanges de marchandises. À partir du moment où elle a cette fonction, elle en gagne une deuxième, c'est unité de compte. Ici, la monnaie sert à donner un prix aux marchandises. Du coup, ça leur donne une valeur, et ça nous permet de les comparer entre elles. Par exemple, je sais qu'un jeu vidéo neuf coûte 70 € et je peux me dire que ça fait cher. Je peux me dire ça en comparant avec les prix d'autres produits. Par exemple, avec 70 €, je peux m'acheter des livres et me cultiver. Ouais, bon, bref. Enfin, la monnaie possède une troisième fonction, celle de réserve de valeur. Que ce soit dans un coffre géant ou sur un compte en banque, on peut la conserver, la garder pour acheter des choses plus tard. Une monnaie doit donc remplir trois fonctions: intermédiaire des échanges, unité de compte et réserve de valeur. Pour remplir ces trois fonctions, elle a besoin d'avoir certaines caractéristiques physiques, et pour trouver quelque chose de valable, on a pas mal galéré. Question. Quel est le point commun entre un bœuf, une cigarette et du sel? Personne? Moi? On peut tous les trois les manger? Non, 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 oh non, enfin, si, on peut, mais c'est pas le sujet là. Les trois ont servi de monnaie. D'abord le bœuf, à la fin de la préhistoire et au début de l'Antiquité. Comme c'était la marchandise qui s'échangeait le plus, tout le monde savait ce que ça valait. Du coup, ça faisait une bonne unité de compte. Ensuite vient le sel. Le sel, c'est facile à transporter, ça en fait un bon intermédiaire des échanges. C'est facile à diviser, c'est une bonne unité de compte. Enfin, il se conserve bien, ce qui en fait une bonne réserve de valeur. D'ailleurs, la solde des légionnaires romains était payée en sel. Ça s'appelait le salarium, ce qui a donné le mot salaire. Eh oui. Ah, j'adore cette musique. Bref. Les cigarettes, elles, ont servi de monnaie dans l'Allemagne de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait plus d'argent en circulation, du coup les gens se sont servis d'une marchandise facile à compter, à conserver et à diviser, les cigarettes. Le problème avec les cigarettes, c'est que, on peut les consommer, tout comme le bœuf et le sel. Ils ont une utilité propre, en dehors de leur fonction monétaire. Quand tu sais que tu peux acheter des trucs avec des cigarettes, t'hésites à fumer. Il fallait donc, pour arriver à une monnaie efficace, trouver quelque chose qui ne se consomme pas, facile à transporter, à compter et à conserver. C'est là qu'arrivent les monnaies métalliques, c'est-à-dire les pièces de monnaie. Avec les pièces d'or et d'argent, on rentre dans l'ère moderne. Là, je vous ai mis les pièces du 6e siècle avant Jésus-Christ, venant du royaume de Lydie. Elles sont standardisées, c'est-à-dire qu'elles ont toutes la même taille, le même poids, les mêmes dessins et surtout la même quantité de métal précieux. Du coup, la valeur des pièces est connue et stable. Ça en fait de bons intermédiaires des échanges, de bonnes unités de compte et de bonnes réserves de valeur. La grosse évolution, c'est que les métaux qui servent à faire la monnaie servent d'abord à ça. Si on ne peut pas les échanger, ils perdent toute valeur. Ils servent pratiquement à rien en tant que tels. Par exemple, en cas d'apocalypse zombie, l'or et l'argent ne serviraient pas à grand chose.
Sauf peut-être à défoncer la tête d'un zombie avec un lingot. En plus, ça aurait la classe. L'arrivée des monnaies métalliques a permis de développer énormément le commerce et l'économie. Ça a même tellement bien marché qu'au bout d'un moment, l'or et l'argent disponibles ne suffisaient plus à faire tous les échanges. D'où l'évolution suivante, la monnaie fiduciaire, autrement dit, les billets de banque. La monnaie fiduciaire apparaît au 8e siècle en Chine et à la Renaissance en Europe. Son nom vient du latin fiducia, confiance. En effet, là pour le coup, c'est juste du papier et de l'encre. Mais leur valeur est garantie par l'État en Chine et par les banques en Europe. C'est pour ça qu'on parle de pièces de monnaie mais de billets de banque. En fait, leur valeur dépend de la confiance qu'on accorde aux banques. Vient enfin la dernière évolution pour l'instant, la monnaie scripturale. On parle ici de l'argent qui n'existe que sous forme d'écriture comptable dans un dossier papier ou un ordinateur. Ça représente aujourd'hui la majorité de la monnaie. Genre vraiment, pour vous donner une idée, dans la zone euro, la masse monétaire, c'est-à-dire la totalité de la monnaie qui existe dans les 17 États membres, est de 9 867 milliards d'euros en août 2013. 90% sont purement scripturaux. Autrement dit, il y a à peu près 900 milliards d'euros sous forme de pièces et de billets et 9000 milliards d'euros d'écriture dans les comptes des banques. C'est énorme, c'est gigantesque. Comme ma bite. Ça veut dire que la majorité de l'argent qui existe aujourd'hui n'existe que sous forme d'écriture. Et c'est très important de comprendre ça si on veut comprendre comment est créée la monnaie. Parce qu'il faut bien que ça vienne de quelque part tout ça. Et effectivement, ça vient bien de quelque part. La monnaie, à l'heure actuelle, est créée par les banques. Selon un mécanisme tellement simple qu'il en est presque difficile à croire. C'est prêt? Ok. Alors, imaginez par exemple que vous empruntez 100 euros à la banque. Quand vous empruntez 100 euros à votre banque, celle-ci va juste rajouter 100 euros qui n'existent pas au départ sur votre compte. Et comme ça, 100 euros ont été créés. C'est tout. Magie. Eh oui. Alors évidemment, les banques ont des limites quant à la quantité de prêts qu'elles peuvent accorder. Avec les monnaies métalliques, on pouvait créer autant de pièces qu'on avait d'or ou d'argent. Avec les monnaies fiduciaires, on pouvait imprimer les billets tant qu'on avait du papier et de l'encre. Dans les deux cas, ça prenait un peu de temps. Avec les monnaies scripturales, par contre, on peut créer en un instant des quantités infinies de monnaie. D'où l'importance d'un contrôle effectué principalement par les banques centrales, dont on reparlera dans un prochain épisode. Et là, vous vous dites, oui, mais si on peut créer de l'argent à partir de rien, on n'a qu'à créer des milliards d'euros et les distribuer partout, à tout le monde. Comme ça, tout le monde sera riche et ça ira très bien. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Pour illustrer ça, on va prendre un village, gaulois. C'est bien et en plus c'est original. On va dire que ce village est entouré de camps romains et il n'a pas de commerce avec l'extérieur. Il n'importe aucune marchandise, il n'en exporte aucune. Dans ce village, la masse monétaire est de 100 sesterces, et il y a un seul type de marchandise, les sangliers. Disons qu'il y a 100 sangliers. Si les habitants du village dépensent leurs 100 sesterces sans rien mettre de côté, on a 100 sangliers égale 100 sesterces, donc un sanglier égale une sesterce. Maintenant, disons que le chef du village décide de faire fondre 100 sesterces de plus et les distribue aux habitants. Tout le monde a 2 fois plus d'argent, c'est super cool. Sauf que ils n'ont pas plus de sangliers. Et oui, la vraie richesse, c'est pas la monnaie, c'est ce que la monnaie permet d'acheter. Au niveau d'une société, s'il y a plus de monnaie en circulation mais qu'il n'y a pas plus de choses à acheter avec cette monnaie, ça sert à rien et on n'est pas plus riche. Il y aura quand même un changement. Comme maintenant on a 200 sesterces qui s'échangent contre 100 sangliers, le sanglier vaut 2 sesterces. Concrètement, comme la masse monétaire a augmenté, mais que le volume de marchandises est resté le même, les prix ont augmenté. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Évidemment, mon modèle des sangliers et des sesterces est vachement simplifié. Dans la vraie vie, il faudrait prendre en compte beaucoup d'autres choses pour parler de l'inflation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, à la télé, quand on nous parle d'inflation, on nous parle d'une augmentation moyenne du prix de toutes les marchandises. Et une augmentation de ce type, une de ses principales causes, c'est en général l'augmentation de la masse monétaire, qui augmente plus vite que la masse des marchandises présentes sur le marché, qui crée un déséquilibre et donc une montée des prix. Le truc, c'est que ce nouvel argent peut servir à produire plus de marchandises. Pour revenir à notre village, si on multiplie la quantité de sesterces par 2, mais qu'on double la production de sangliers, on a 200 sesterces pour 200 sangliers, les prix n'augmentent pas. Alors évidemment, sur l'inflation, j'ai pas mal simplifié. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes. En attendant, si vous voulez approfondir un peu la question, je vous ai mis des liens en dessous de la vidéo, que vous pouvez aller regarder pour chercher d'autres informations et pour vérifier que je ne dis pas que des conneries. Et bien voilà, c'était le premier épisode du Geekonomist, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Non, non, non. Par contre, vous savez ce qui fait le bonheur? C'est de partager cette vidéo. Et oui. En tout cas, si vous, ça vous rend pas heureux, moi ça me fera bien plaisir.
Sur ce, ciao tout le monde, et surtout n'oubliez pas, c'est que de l'économie, c'est forcément plus simple que ça en a l'air. A bientôt. Cash rules everything around me.